Martin nous emmènera à la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient. Et oui, Lorena est toujours là où il faut être, vous savez. À ce propos, je voulais remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont déjà téléchargé Varenne, notre série en 7 épisodes avec les voix de la station. Vous êtes déjà incroyablement nombreux à l'avoir fait en 48 heures. On me cite des chiffres différents, mais qui tous donnent littéralement le vertige. On vous donnera les vrais chiffres là dans quelques jours, mais c'est assez spectaculaire. Comme le disait le cher Pierre Bellemare, vous êtes formidable. Ce soir-là, au large du pays de Galles, on est au cœur de la mer d'Irlande, le temps est couvert, il fait sombre, la mer est noire, très noire sur son voilier, le Penduic bien sûr. Éric Tabarly navigue avec 4 équipiers inexpérimentés, sont des amis. Tout le monde est sur le pont, il est 22h30 ce 12 juin 1998, lorsqu'Éric Tabarly décide de réduire la surface de la grand voile pour faire face à ce temps qui devient de plus en plus mauvais. Debout sur le capot de descente du bateau, sans gilet de sauvetage et sans être attaché, il n'a pas l'habitude de l'être, me direz-vous, il se saisit de la voile et là, soudain, le bateau se met à se balancer brusquement sur cette mer très agitée. Tabarly est violemment heurté à la poitrine par la pièce qui tient la voile et il est projeté par-dessus bord et précipité à la mer. Ses compagnons accourent tandis que le bateau s'éloigne déjà, secoué par le vent. Tabarly crie au secours, il lève les bras, il tente de nager, de surnager dans ces eaux tellement tourmentées. Ses cris sont recouverts par le vent, les tumultes de l'océan. Sur le pont du bateau, ses camarades lancent une bouée. Évidemment, ça ne va pas servir à grand-chose. Il cherche, mais déjà, le navigateur a disparu. Il a été emporté par ces flots tellement puissants sur le bateau. Ils sont là maintenant, ses camarades complètement désemparés, qui jettent une balise, lancent 2 fusées de détresse, tentent de lancer un appel à la radio, mais il n'y a pas de signal. Une nuit entière est passée déjà, sans trace du navigateur. Les compagnons de Tabarly continuent de chercher désespérément, ne sachant plus où ils l'ont perdu exactement. Ils ont l'impression, ils pensent être revenus sur les lieux du drame, ils scrutent la mer, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose, ne serait-ce qu'un bateau, et oui, là, au loin, un voilier et un navire de commerce. Il est 7 heures du matin, le soleil déjà s'est levé. La torche de détresse des 4 camarades permet d'attirer l'attention du voilier australien qui va les recueillir. Ces navigateurs complètement désorientés, épuisés, vous imaginez leur état, ils expliquent paniqués dans un mauvais anglais ce qui s'est passé. Le patron du voilier donne l'alerte. Quelque temps plus tard, un patrouilleur de la marine française, une vedette et plusieurs hélicoptères vont sillonner le périmètre sans résultat. Encore une journée qui passe et puis une deuxième. Les recherches s'intensifient à mesure que les espoirs s'évanouissent. Les gardes-côtes gallois finissent par indiquer Éric Tabarly doit être considéré comme disparu en mer et présumé mort. Un peu plus d'1 mois plus tard, le 17 juillet, les marins du chalutier breton Anyving, qui pêchent à plusieurs dizaines de kilomètres au sud de l'Irlande, remontent un corps pris dans leur filet de pêche à bord de leur chalutier, et ce cadavre porte encore les bottes bleues, le célèbre pantalon de coton rouge d'Éric Tabarly, son pull bleu marine. Son visage est abîmé, il n'est même pas reconnaissable, seulement les marins n'ont pas de doute, il ne peut s'agir que d'Éric Tabarly. Alors ils s'empressent d'informer les autorités françaises, leur chalutier prend la direction du port irlandais de Dunmore East, et là, les secours irlandais vont récupérer ce corps, l'amener d'urgence à l'hôpital de Waterford, et on procède à l'autopsie. C'est difficile d'identifier le corps. La police constate cependant que l'on ne recherche personne d'autre. L'hypothèse qu'il s'agit de Tabarly s'avère être la plus probable. Les examens finissent donc par confirmer le 20 juillet ce que les évidences vestimentaires avaient pu laisser craindre. Il s'agit bien du skipper du Penduic. Et la France entière est consterné, pétrifié de douleur en ce tragique été 98. Tous les médias rendent hommage au coureur du vent, au skipper silencieux, à l'homme tranquille, cet homme connu pour son humilité, sa discrétion, sa simplicité naturelle. Tout ça lui a valu tant de sympathie, un vieux loup de mer qui n'aimait pas beaucoup parler, c'est vrai, mais qui était devenu un héros, une légende aux yeux de tous les amoureux de la mer et même de toute la France.
La mer pour toujours, titre le journal L'Équipe. La mer que Tabarly avait si bien su dompter pendant toutes ces années, cette mer s'est révélée évidemment plus forte que lui. Il a été victime de ce qu'il a le plus aimé, arraché au bateau qui avait vu mûrir sa passion, ce bateau adoré offert par son père. Éric a été jeté à l'eau par son merveilleux gréement, comme on peut être mordu par son propre chien, a affirmé l'académicien Bertrand Poirot-Delpech. Ce gréement, ce merveilleux voilier de 15 mètres de long, le Penduick, ce qui veut dire la petite tête noire. Éric le connaissait depuis sa plus tendre enfance. Son père, Guy Tabarly, l'a acheté alors qu'Éric avait 7 ans, à peine plus de 7 ans. C'était en 38, un été avant que la guerre n'éclate. Le père d'Éric est un homme atypique, trapu, solide, les oreilles légèrement dégarnies. Il fait aussi bien de la moto que de la voile. C'est un aventurier, c'est ce genre de casse-cou, toujours passionné par tous les grands éléments. La mer, bien entendu, il a transmis à son fils cette passion. Et enfant, Éric a pris tous les risques. À 12 ans, il s'est construit un radeau de bois avec une grande voile et un foc. Et à l'école, et puis au collège, et puis au lycée, mauvais élève, c'est vrai, il n'en a pas moins rêvé et ses parents sont sévères. Parfois, le jeune garçon reste des heures puni dans la cave de la maison familiale. Au lycée, il est souvent collé. Il va redoubler sa première, mais son esprit est ailleurs, vous l'avez compris. Lui rêve de guerre, de combat naval. Il navigue avec ses amis sur son radeau au bord de la plage. Il s'imagine capitaine, il s'imagine amiral. Ses plus grandes joies sont lorsqu'il part en excursion en famille sur le Penduick, et parfois ces excursions se révèlent dangereuses. La sœur d'Éric, Annie, se souvient en particulier d'un jour d'août 1948, je la cite. « Je me souviens d'une sacrée tempête. Nous avions quitté Belle-Île pour la Trinité, papa, Éric, un commandant de la marine marchande, et moi. Éric voulait absolument mettre la voile de flèche. Un grain est arrivé, terrible. Le canot en remorque s'est détaché. Il y avait des creux de 4 mètres. Nous nous cramponnions. C'était la pagaille. Éric, ayant la gaffe en main, l'encre ne crochait pas et les parcs à huîtres devenaient de plus en plus menaçants. Mais des 4, je dois le dire, Éric était, de loin, le plus calme, le plus serein. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Éric Tabarly. Le célèbre navigateur était connu pour son ingéniosité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Non, mais c'est un pragmatique, vous savez, comme tous les pragmatiques, c'est quelqu'un d'à la fois très curieux, disons, très inventif, bien sûr, et qui a toujours une solution à tous les problèmes qui peuvent se présenter. Par exemple, c'est lui qui va mettre au point la chaussette Aspi en 76, qui depuis a été adoptée par tous les bateaux de course en solitaire. Il a également eu l'idée d'utiliser une selle de moto comme siège de table à cartes, vous savez, ce qui lui donne une assise beaucoup plus confortable, même lorsque le bateau est en train de tanguer. Ouais, bien vu. Il récupère aussi sur un avion de combat un dôme en plexiglas pour éclairer la cabine et observer les voiles tout en restant à l'intérieur. Il va mettre au point les compas inversés pour pouvoir connaître la trajectoire du bateau. Lorsqu'il est couché, il a collé sur le plafond de sa couchette 2 compas inversés. Bon, on va parler de tout ça dans un instant, évidemment, avec notre invité. On va voir tout ce que Tabarly a pu apporter comme petites et comme grandes innovations. C'est un homme inventif, c'est ainsi, il a des solutions auxquelles les autres n'auraient pas pensé. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ce sont probablement toutes ces minuscules astuces qui lui ont permis de devenir le grand navigateur qu'il était. Alors, en 64, il a bientôt 33 ans là maintenant, Éric Tabarly est encore complètement inconnu du public. Il se présente à la course la plus fameuse des années 60, l'Ostar, qu'on connaît aussi comme la Transat anglaise, ou qu'on appelle aussi tout simplement la Transat en solitaire. Tabarly a tout préparé pour être au point pour la course. Au départ, il voulait participer avec un magnifique bateau que les frères Constantini avaient été prêts à lui prêter, le Margielix 5. Seulement, au dernier moment, il change d'avis, convaincu qu'il peut manœuvrer seul un voilier encore plus long, et à la fin de 63, il lance la construction de Penduick 2. C'est parti, si je puis dire. Un bateau beaucoup plus léger, qu'il veut le plus solide et le plus long possible. La construction n'est pas simple, Tabarly manque d'argent. Heureusement, il bénéficie de l'aide d'un mécène, seulement lui-même doit mettre la main à la pâte. Il récupère du matériel, il se démène pour accélérer la construction du bateau. Bref, Penduick 2 est achevé, un long voilier élégant,
d'environ 14 mètres, conception parfaite. Et cependant, lorsqu'il arrive au départ de la course en mai 64 à Plymouth, eh bien Tabarly est inquiet. Il a conscience de n'avoir pas eu beaucoup de temps pour essayer ce bateau. Il a très peu navigué dessus, tout simplement. Il ne peut pas en maîtriser toutes les subtilités. Il n'a pas eu le temps d'en affiner les réglages, d'en perfectionner les techniques. Toutefois, il se rassure, son Pendwick 2 est bien plus au point que les bateaux de ses concurrents. Il espère que sa monture, si je puis dire, sera plus performante que celle des autres. Tabarly raconte, l'essentiel du règlement tenait en quelques mots. Point de départ Plymouth, point d'arrivée Newport aux États-Unis. Entre les deux, route libre. Et quant au bateau, aucune condition de taille ni de forme. Là aussi, la liberté la plus complète. Une course à l'anglaise, si vous préférez. C'est typique, ça. Face à lui, 15 autres navigateurs en solitaire. Il y a là les Britanniques Chichester, Howells, Alec Rose, Blondie Hasler. Il y a David Lewis, etc. Miles Ellison, l'Australien Bill Howell, Jean Lacombe du côté français, Axel Penderson pour représenter le Danemark. Vous l'aurez compris, la grande majorité de ces coureurs sont anglais. C'est bien connu, cette transat en solitaire est une course créée par les Anglais, à l'attention des Anglais. Britain rules the seas, n'est-ce pas? C'est la devise, une des devises de l'Angleterre. En ce printemps 1964, il est quasiment inconcevable qu'un Français puisse gagner cette course. Le 23 mai, le départ est lancé. C'est le SPI lancé que Tabarly double ses concurrents, écrit Jan Kefelec dans la biographie qu'il lui a consacrée ensuite. Ensuite, la débrouille, les pannes à répétition, lock, réveil matin, radio, gouvernail automatique, rien ne va plus. Il essuie dépression sur dépression sans quitter la barre ou si peu, grimpe en haut du mât par 3 fois, nourrit un oiseau tombé sur le pont, disparaît 23 jours d'affilée, blackout, aucun signe de vie, on le croit perdu, on le pleure, on s'en veut. Where is Tabarly? Titre le Daily Telegraph. Et en réalité, c'est délibérément que Tabarly a choisi de ne donner aucune nouvelle. Voilà ce qu'affirme Pierre-François Bonneau dans son Tabarly de A à Z. Les liaisons radio lui inspirent une méfiance indubitable. Ses concurrents donnent chaque jour à la terre ferme des informations sur leur position. Ils racontent leur vie quotidienne. Tabarly, lui, refuse. Il progresse à toute vitesse, il progresse furtivement, il progresse à l'abri des regards et des informations. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Éric Tabarly. On a découvert avec vous un très grand navigateur, même si on le savait déjà. On a surtout découvert un homme qui provoque ces grands exploits puisqu'il décide de naviguer seul à l'abri des médias. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement des médias, mais même des directeurs de course, etc., il ne donne pas de nouvelles, si vous voulez. Il fait corps littéralement avec la mer, avec l'océan, avec l'immensité. Il s'extrait du monde. C'est comme s'il avait disparu de tous les radars. Il garde le silence, si bien que tout le monde ignore sa position par rapport aux autres compétiteurs, et surtout dans une course aussi libre que peut l'être cette transat anglaise en solitaire. Et lui-même, d'ailleurs, ignore sa place dans la course. Il note dans son journal « J'aimerais bien savoir où sont mes concurrents, mais je sais que je devrais faire un temps honorable. » C'est-à-dire qu'il connaît quand même évidemment les moyennes et il voit qu'il est très bien. Le seul concurrent qu'il craigne véritablement, c'est le fameux Francis Chichester, cet Anglais qui a remporté la première édition de la course 4 ans plus tôt. À bord du Pendwick, le navigateur savoure le silence. Je pense que on l'a présenté souvent comme un homme bourru. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut le présenter, mais en tout cas, il est véritablement, il est un homme discret qui aime l'austérité, qui aime une forme d'ascèse. La journée se passe sans incident notable. Il faut surtout que je mange chaud, que je dorme correctement. Il mange des pâtes, des spaghettis à toutes les sauces, véritablement. Et les jours passent. 27 jours, 27 longues, interminables journées jusqu'à ce que Tabarly aperçoive dans la brume la côte américaine. Oui, Newport n'est plus très loin. Lorsque son voilier, à la coque noire, magnifique, tellement effilé, franchit la ligne d'arrivée, le 18 juin, Tabarly a les traits tirés par la fatigue. Il demande quelle est sa position. « You're first », lui répond-on. Il est premier.
Et il n'y croit pas. Il est même surpris. Il a pourtant eu des ennuis avec ses voiles, son gouvernail automatique. Il explique qu'il pensait avoir pris du retard, mais non, il a bel et bien battu Chichester, le favori, qui est loin derrière lui et devrait arriver à Newport dans plus de 48 heures. Et lui a mis quoi ? 27 jours, 3 heures, 56 minutes. C'est le temps donc qu'il a mis pour traverser l'Atlantique. Autrement dit, il a pulvérisé tous les records. Son exploit fait la une de tous les journaux, et en France tout particulièrement, vous imaginez, 27 jours au lieu des 33 attendus. Tabarly devient un héros. La France découvre ce jeune homme barbu, aussi modeste que charmant. Sa victoire va déclencher une tornade médiatique dans l'Hexagone, et quelques jours plus tard, Éric Tabarly est invité à déjeuner à l'Élysée par le général de Gaulle en personne. Il est contraint de refuser cependant pour des raisons de marée. Mais le président lui attribuera la Légion d'honneur pour service rendu à l'image de la France. Et par la suite, en 1976, c'est le président Giscard d'Estaing qui le fera officier de la Légion d'honneur. Pour l'occasion, et uniquement pour cette occasion, on verra Tabarly mettre un beau costume. Et il ne sera pas, pour une fois, il n'aura pas son habituel pantalon de coton rouge, son pull bleu marine et ses célèbres bottes avec lesquelles on le retrouvera 22 ans plus tard au fond de la mer d'Irlande. Hélas, s'il s'était présenté au palais de l'Élysée avec son pantalon de coton rouge et son pull bleu marine, à mon avis, la garde républicaine l'aurait salué de la même façon. Bonjour Stéphane Dugas, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de la Société des explorateurs français, ce qui vous donne titre à parler de ce grand bonhomme qui était Tabarly. On peut dire que c'était un héros encore dans le cœur des Français aujourd'hui encore. Hein. 20 ans plus tard, c'est toujours un héros. Pourquoi ? Comment ? On le voit, on vous a écouté avec délectation, Franck. C'est un compétiteur, c'est un navigateur, c'est un visionnaire. Et surtout, c'est quelqu'un qui va participer au roman national de cette France d'après-guerre, puisqu'il écrit les plus belles pages. Et quelles pages ? Puisque dès 64, il gagne une course au nez à la barbe de nos amis britanniques. Et Dieu sait si sur les océans, nos amis britanniques, on les a beaucoup jalousés. Vous dites nos amis britanniques, de la part des marins, c'est toujours un peu douteux comme expression. Voilà, j'y ai mis les guillemets dans la voix. Et ce qui est, j'allais dire, frappant chez Éric Tabarly, c'est cette pugnacité. C'est quelqu'un qu'on fait qu'à sa tête. On dirait que c'est une tête de mule, une tête de caboche, mais c'est quelqu'un qui est un compétiteur orné et qui est un compétiteur né plutôt, oui. Parce que orné, ça serait difficile. Et hors norme, je vais y arriver. Et ce compétiteur né a toujours envie d'aller plus vite. Pourquoi il a toujours envie d'aller plus vite ? Peut-être parce qu'il a connu la voile dès son plus jeune âge. Peut-être aussi, certains biographes ont dit, parce qu'il avait été servi dans l'aéronaval, dans la marine. Donc il avait, avec les avions, découvert cette façon de naviguer, d'aller à l'essentiel. Et j'allais dire que c'est un aventurier des temps modernes, à la parole économe, mais qui avait des valeurs et des vertus essentielles. Oui, et ça, les gens le savaient, le sentaient et l'appréciaient pour cela, bien entendu. Nous allons dans un instant revenir sur la vie d'Éric Tabarly. Il n'était pas toujours sur son bateau, cet homme-là. Il y était néanmoins souvent, et c'est comme ça qu'on a envie de conserver l'image. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire d'Éric Tabarly. Il a disparu en mer d'Irlande il y a 20 ans, jour pour jour. C'était le 13 juin 1998. Vous lui rendez hommage aujourd'hui, Franck Ferrand. Avec votre invité, vous recevez Stéphane Dugast. Il est auteur, reporter, réalisateur, secrétaire général de la Société des explorateurs français. Et il est le créateur et l'animateur du blog Embarquement. Il y avait l'année dernière au Salon Nautique un des Penduic, si je puis dire, qui était là, porté par des filins. C'était absolument spectaculaire. On pouvait passer sous le bateau. Moi, j'avoue que j'étais complètement éberlué. J'étais pas le seul. C'était lequel, celui qui était exposé là au Salon Nautique? C'est le plus récent. Hein, je crois que c'est le plus récent. Et c'est celui sur lequel Marie Tabarly, le Penduic 6, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Mais les auditeurs nous diront si on se trompe. Oui, et ces bateaux, ces Penduic sont beaux à l'œil, sont chatoyants. Même quand on n'est pas marin, qu'on est terrien, on les trouve beaux. Ils sont effilés. On sent qu'ils vont vite sur les flots. Ils les choisissaient au moins autant pour la grâce de leur silhouette que pour les avantages concrets qu'ils pouvaient présenter dans la navigation. Vous l'avez dit, Franck, Éric Tabarly, c'est quelqu'un de très pragmatique, c'est quelqu'un de très visionnaire, c'est quelqu'un pratiquement un ingénieur, et à chaque fois qu'il a
Il a acquis un bateau, il en a dessiné des plans. On en voit dans les livres, dans les images d'archives, où il est à sa table de travail, dans son grenier, à refaire des plans. Et c'était quelqu'un qui était tellement novateur et parfois visionnaire que, mais quand on est visionnaire, on fait, il y a de la casse, il y a des échecs, il y a pas que des réussites. Et Éric Tabarly n'hésitait pas à reprendre lui-même les plans, à dialoguer avec les ingénieurs, parce que c'est quelqu'un qui était en écoute avec les autres. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les équipes autour de lui, les jeunes marins, puisqu'il a formé une myriade de jeunes marins qui maintenant sont moins jeunes, mais qui en parlent avec les yeux brillants, les Olivier de Kersauzon, Éric Loiseau, Marc Pajot, etc., etc. Et Éric Tabarly était quelqu'un qui aimait la mer, mais qui aimait surtout les bateaux. Oui. Il les aimait depuis son plus jeune âge. Je ne dirais pas qu'il est né sur un bateau, mais pas très loin. Il découvre la navigation, il est tout bébé presque. Il a 3 ans. Oui, 3 ans. C'est Pendwick, c'est quelqu'un qui va aimer l'océan, qui va y prendre un pied pas possible et qui va même s'engager dans la marine nationale avec un engagement qui maintenant les biographes décortiquent un petit peu les archives, qui peut étonner puisqu'il rentre finalement pas par la grande porte dans la marine nationale. Il se rêve comme amiral, mais il va rentrer comme matelot, gravir les échelons, être second maître et faire une première partie de carrière dans l'aéronaval. Donc il va même être pilote au Maroc, puis en Indochine. Et puis ensuite sa passion sera tellement dévorante pour la mer qu'il réussira au bout de la 2e fois à rentrer au concours des officiers à la prestigieuse école navale. Et là, à l'école navale, c'est pas le meilleur des élèves. Je pense que sur l'eau et en sport, parce que c'est aussi un athlète. Il est imbattable, oui. C'est un athlète, Éric Tabarly. Oui. Il est bâti tel un athlète. Il va pulvériser tous les records de cross, de montée à la corde. Et là, Éric Tabarly est imbattable. Et avec aussi cette particularité, c'est que parfois, il allait à l'école navale avec son bateau. Donc, il fallait qu'il demande à son pacha l'autorisation d'accoster son bateau dans la rade de l'Envéoc-Poulmic, ce qui est quand même, somme toute, assez singulier. Il a nommé ces différents navires comme certains nomment leurs chiens en donnant le même nom et en changeant simplement le quantième. En l'occurrence, ce Pendwick, il a envoûté toute sa vie dès son enfance. Cette mésange à tête noire en français. Oui, ça l'a envoûté et ça montre les valeurs qu'avait Éric et cette saga, cette longévité. Puis il faut pas oublier de signaler son épouse plus tard, Jacqueline, qui va beaucoup l'entourer, le conseiller. Mais il y a aussi cet artisan qui était en coulisses et qui a fait beaucoup énormément de choses pour Éric Tabarly, Gérard Petitpas, que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années sur des courses à la voile à l'époque où il était à la tête justement de la société Pendwick, qu'organisait des grandes courses au large et en m'intéressant à Gérard Petitpas, j'ai appris un petit peu à connaître des bribes de qui était Éric Tabarly, puisque Gérard Petitpas était vraiment, on peut le dire maintenant, l'homme d'affaires, l'agent, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. L'homme de confiance. L'homme de confiance, tout simplement. Et Gérard Petitpas a permis à Éric d'accomplir ses rêves, puisque Éric Tabarly achetait des bateaux, mais pour acheter des bateaux, il fallait des financements. Pour des financements, parfois, il fallait faire des livres, il fallait faire pas des compromissions, mais des compromis. Et on le comprend, Éric Tabarly n'était pas un homme justement à la compromission et qui adorait les compromis. Oui. Il était très entier. Quand Gérard Petitpas parle de lui, c'était comme d'un homme chaleureux, d'un homme réservé. Quelle est sa personnalité en dehors de l'image qu'on peut en avoir à travers les médias? Je vous fais cette confidence, c'est que Gérard Petitpas, évidemment, savait que tout jeune reporter venait le voir pour lui poser des questions sur cette figure disparue. Énigmatique, disons-le. Et énigmatique, avec, on l'a dit, aussi beaucoup peut-être de versants moins lumineux, où les journalistes, ou en tout cas des gens, un peu l'esprit persifleur, disaient c'est quelqu'un de misanthrope, qui aime pas les gens, qui aime pas parler, beaucoup de jalousie, évidemment, parce qu'il a gagné tellement de courses. Et puis, il a quand même participé en 96 ou 97 à la Jacques Vabre, il était avec Yves Parlier, donc on disait le vieux il est fini et beaucoup de gens l'ont dit. Et quand on arrivait à approcher Gérard Petitpas et qu'on arrivait à lui faire parler le soir après l'arrivée de concurrents sur des courses, là on découvrait une facette qui ne peut être que pas lumineuse, mais une facette qui peut qu'interpeller tous les gens qui aiment la mer, tous les gens qui aiment l'aventure. Et puis Éric Tabarly, surtout, il a fait découvrir à la France, à cette France populaire, à tout à chacun, la mer qui n'était plus seulement l'apanage des aristocrates. Et c'est ça, je pense, le tour de force d'Éric Tabarly. Oui. Il l'a rendu populaire, ce sport qui jusqu'alors était resté l'apanage effectivement d'une certaine aristocratie navale. Alors justement, comme officier de marine navale, comme dans l'armée, si je puis dire,
il ne va pas faire une très grande carrière, disons-le, dans ce domaine. Non, il va par contre être d'une fidélité incroyable, contrairement à Jacques-Yves Cousteau qui sera lui aussi marin, mais qui va après quitter la marine et surtout ne plus vouloir avoir affaire à cette marine. On l'a peut-être en la détestant et la vilipendant, en tout cas en étant indifférent. Éric Tabarly sera toujours fidèle puisque la marine va lui permettre d'accomplir ses rêves. Ce qui va être compliqué puisqu'en 64 il fait cette course, il a demandé une mise en disponibilité. Le grand général, le général de Gaulle le reçoit, le félicite, il a la Légion d'honneur. Inutile de vous dire qu'au sein de la boutique Marine nationale, ça crée quand même certaines petites jalousies, on peut le dire maintenant, quelques petites frictions. Et figurez-vous qu'il y a toujours ces petits grains de sable, c'est pas aux auditeurs au cœur de l'histoire que je vais l'apprendre, qui font que on rencontre des hommes parfois qui vous poussent. Et là, il va rencontrer un de ses supérieurs, parce qu'on parle même de peut-être de le mettre pas à la porte, mais presque. Et là, cet homme va croire en Éric Tabarly, va lui permettre d'accomplir ses rêves, et Éric Tabarly sera détaché de la Marine nationale, un temps au ministère de la Jeunesse et des Sports, mais il va aussi surtout permettre à plein de jeunes de faire leur service militaire sur Penduic. Oui, et là, c'est l'homme du voilier, si je puis dire. Hein. La marine qui l'intéresse, c'est la grande marine éternelle, c'est la marine à voile, en fait, bien sûr. C'est la marine à voile, c'est cette course au large, mais c'est quelqu'un qui, quand il voyait les bateaux gris très très modernes, avec leur cheminée, toute leur technologie, qui était aussi très très curieux apparemment, très curieux d'en savoir plus sur les missions des marins militaires, et qui toute sa vie va entretenir des relations avec cette marine, puisque la marine ira même aux grandes dames de certains politiques et décisionnaires, jusqu'à même pas sponsorisé mais quasiment mécéné un des Penduic. Et Éric Tabarly sera toujours redevable, ou en tout cas sera toujours avec les marins fier d'appartenir à ces marins, et il sera même mis à la retraite à 54 ans en se disant c'est trop tôt, il est capitaine de frégate, il représente quelqu'un, mais il sera attaché à cette marine. Rendons donc hommage à cet officier qui a su lui faire confiance et qui a compris qu'il y avait là un talent tellement extraordinaire qu'on ne pouvait pas l'obliger à faire une carrière classique d'une certaine manière. Ça, c'est toujours beau, cette façon de laisser éclore un talent. Et là, en l'occurrence, on peut parler un peu plus d'un talent avec Éric Tabarly. C'est du génie d'une certaine manière. Tout à fait. C'est Olivier de Kersauzon qui dit Éric Tabarly a du génie, les autres marins ont du talent. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes depuis 14h au cœur de l'histoire d'Éric Tabarly. Cet après-midi, nous découvrons l'homme, le navigateur, l'homme de tous les exploits. Grâce à votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Stéphane Dugast. Il est auteur, reporter, réalisateur, secrétaire général de la Société des explorateurs français. Il est le créateur et l'animateur du blog Embarquement. Et il a écrit sous la direction de Christian Clot, paru chez Glénat, 100 ans d'exploration. Et puis l'astrolabe, le passeur de l'Antarctique, passionnante aventure, bien sûr. Et puis Paul-Émile Victor, j'ai toujours vécu demain, en collaboration avec Daphné Victor, aux éditions Robert Laffont, il y a 2-3 ans. Vous êtes en quelque sorte le porte-parole des aventuriers de France, Stéphane Dugas? J'essaye de... Je me passionne pour ce passé, mais en étant très inscrit dans le présent et dans le futur, parce que je pense que quand on connaît bien le passé et ses racines, et c'est pas aux auditeurs de l'histoire que je vais dire le contraire, mais on peut se projeter et aller de l'avant. Puis c'est des gens qui ont plein de choses à nous apprendre. Et ce 20e siècle, moi je l'aime beaucoup, ce 20e siècle. J'ai parlé tout à l'heure du côté hyper pragmatique d'Éric Tabarly. C'est un homme qui a inventé toutes sortes de petites choses, voire de grandes d'ailleurs, pour faciliter la navigation, notamment en solitaire. Vous l'avez dit en introduction, avec cette selle de moto, avec ce cockpit qu'on le voit d'ailleurs sur tous les concurrents du Vendée Globe, ou presque, avaient ce cockpit. Et il y a quelques semaines, j'étais à un festival à Val d'Isère avec François Gabard, qui est le navigateur qui gagne pratiquement tout, et qui est aussi cet ingénieur et ce petit prince des mers, comme on le surnomme. Et je lui posais des questions justement sur ses innovations, et en lui disant voilà, les foils, etc. Et c'est vrai que Éric Tabarly, en me replongeant dans ses archives, dans ses écrits, dans ses films, on se rend compte que c'est le précurseur, le dynamiteur, et la personne qui va prendre tous les risques à une époque où on est quand même très très conservateur dans la voile. On n'aime pas ces gens qui prennent des risques, quoi. Alors il prend des risques, et en même temps il sait se montrer, quand il le faut, relativement humble, si je puis dire. Je pense évidemment à sa grande... on a voulu, en tout cas, les médias ont cherché bien sûr à l'opposer à Alain Colas, voilà. Et à ce moment-là, on est en 78, là, lui choisit, j'ai envie de dire, des envergures moindres par rapport à celle de Manureva. Alain Colas, alors qui à l'époque est sur Club Méditerranée, qui mesure 72 mètres, qui est un bateau qu'on dit immanœuvrable seul,
Alain Colas décide de partir sur cette course et le bateau d'Éric Tabarly est 3 fois moins grand. Éric Tabarly est vieillissant et Alain Colas ne se prive pas de railler cet ancien le vieux loup de mer. Le vieux loup de mer, et il veut absolument le battre. Et là, il va pas évidemment d'ailleurs, j'allais dire, c'est là toute son intelligence, toute sa malice, parce que je trouve qu'il a de la malice, Éric Tabarly, c'est de jouer sur la carte de l'humilité, et la carte de la préparation, et il battra Alain Colas. Et c'est là toute l'intelligence de vie d'Éric Tabarly. Alors évidemment, sur Penwick 2, il est arrivé le tout premier, bien avant Chichester, dans cette fameuse transat anglaise. Ça, c'est ce qui l'a rendu célèbre, en quelque sorte. C'est ce qui lui a permis de faire les unes des magazines du monde entier, disons les choses. Disons-le, et puis qui lui a permis en France d'être en quelque sorte adoubé. Puis c'est une arrivée qu'on imagine dans la brume, il est pas attendu, c'est quasiment un film de cinéma, quoi. Le type vous donne pas de nouvelles, vous savez pas où il est, les journaux anglais ne manquent pas de dire qu'il a peut-être disparu, et il arrive et il est first, il est premier, et je crois que les gens l'attendent même pas. On attend tous Francis Chichester, qui est la star en tout cas, qui est le compétiteur attendu. Et ce qui est touchant dans toutes ces épopées, dans tous ces exploits, c'est cette dimension humaine. Puisqu'on est à une époque où les communications ne sont pas les mêmes, voilà. Les réseaux sociaux ne sont pas présents. C'est caractère contre caractère d'une certaine manière. Voilà, et puis je pense que nous, grand public, on aime bien ces gens qui trichent pas, on aime bien ces gens entiers, même avec Exactement. leurs défauts, et Éric Tabarly touche le cœur des gens. Et ce ne sera pas donc la seule fois, vous le dites, toutes ces victoires, parce qu'il y en a eu énormément, sur Penwick 3 dans les années 60. Oui, il a eu un record de vitesse sur Penwick 3, enfin un record de victoires, il en a aligné, il les a alignés à la fois en solitaire, mais aussi en équipage. En 67, 7 courses, 7 victoires. Voilà, c'est dit, c'est le Zinedine Zidane de la voile. C'est extraordinaire. Sur Penwick 5 dans la Transpacifique en solitaire, là c'est 2 ans plus tard, en 69. Sur Penwick 6, alors là, d'ailleurs, Penwick 6 prévu pour un équipage en fait. De 14 personnes, et il décide pour cette course de le manœuvrer seul. Donc un homme de toutes les audaces. On dit un homme humble, mais un homme de toutes les audaces qui hésite pas à bousculer les préceptes alors en vigueur et a toujours poussé plus loin le curseur, à un point où certains même diront parce qu'il n'avait pas de harnais. On préconisait justement d'avoir des harnais quand on faisait des manœuvres, puisque quand vous tombez à l'eau, le bateau, oui, on a vu le résultat en 98. Voilà, et les bateaux peuvent pas faire demi-tour comme sur la départementale ou la nationale. C'est tout de suite très compliqué avec le vent, etc. Et Éric Tabarly ira même jusqu'à dire que il n'aurait jamais de harnais. L'ironie de l'histoire fera qu'il tombera à la mer. Et en même temps, cette disparition tellement tragique, soudaine, cet arrachement, si je puis dire, contribue à la légende, bien sûr. Elle écrit totalement, Franck, la légende. Je pensais, ça me fait penser en écho à celle de Jean-Baptiste Charcot, qui lui oui, aussi est un grand commandant marin. Charcot, dont nous avons souvent parlé ici. Mais... Et le commandant Charcot disparaît en mer lors d'un naufrage. Et là, vous avez toute la légende qui s'écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans les 20 ans et on fait vivre justement l'héritage d'Éric Tabarly, qui est un héritage immense. Il y a des livres, il y a des films. Ce film de Pierre Marcel, ces livres, il y en a. Là, je viens de lire celui de Tabarly de A à Z de Pierre-François Bonneau. Il y en a celui, les photos d'Alain Guichard, Tabarly en mémoire. Et vous en avez plein. Et bref, des documentaires, et vous vous rendez compte de la puissance du personnage et de ce marin. Et la France est aussi un pays maritime. Et un marin sans éclipse, si je puis dire, puisque un an encore avant, même pas un an, 6 mois avant sa disparition, il est encore vainqueur. Hein, c'est la Transat, la Transat Jacques Vabre, voilà. Avec Yves Parlier, et il est là, et il a une longévité, et ce qui est tout bonnement incroyable. Et notre pays qui a souvent tourné le dos à ses marins, à sa tradition maritime, à ses forces maritimes, là pour une fois, en tout cas, ça a réhabilité tout ça, et on peut dire que la France est une nation maritime. Et lui aimait cette tradition maritime. D'ailleurs, il s'était battu pour le musée de la Marine. Avec Jean-François Degnaud, puisque le musée de la Marine devait déménager, puisqu'on voulait installer ce qu'allait être le quai Branly, et ils vont se battre, se mobiliser pour que le musée de la Marine reste, et même mieux qu'il soit réhabilité. Bon, il faudra attendre 20 ans, parce qu'il est en cours de réhabilitation en ce moment, et on a un grand musée maritime qui est à Paris, qui est en cours de rénovation, qui devrait être encore plus ouvert sur toutes les marines, sur tous les acteurs du monde maritime. On imagine toujours Éric Tabarly parfaitement silencieux,
les lèvres closes, c'était le taiseux, c'est comme ça que les journalistes avaient peu à peu pris l'habitude de le présenter, puisque il faut toujours caractériser les gens, n'est-ce pas, et les inscrire dans une typologie d'une certaine manière. La vérité, c'est qu'il aimait bien chanter quand même, et qu'on peut, s'il faut imaginer Éric Tabarly au mieux de sa forme, si je puis dire, c'est en train de chanter des vieilles chansons de marine. Oui, j'ai eu un pacha, figurez-vous, au journal de la Marine, Col Bleu, qui chantait, Serge Thébault, l'amiral Thébault, qui chantait avec Éric Tabarly. Et le jour où j'ai eu le malheur de lui dire que Éric Tabarly était quelqu'un de très taiseux, de pas très bavard et de pas très sympa, j'ai entendu parler du pays et Fanny de Lanninon, reprise par Éric Tabarly, apparemment il chantait juste et il adorait les chants de marins, qui est une vraie tradition. On le ferait volontiers, mais non, allez, Franck, non, allez, ça allez. serait. Je crains que nous Franck. donnions trop de matière à Mathieu Noël d'un seul coup. Merci beaucoup, Stéphane Dugas. Merci, je rappelle Franck. que vous êtes donc le secrétaire général de la Société des explorateurs français, auteur notamment, entre autres choses, de 100 ans d'exploration sous la direction de Christian Clot chez Glénat. Ça vient de sortir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Éric Tabarly. Aujourd'hui, il est temps d'aller sur place maintenant, au bord de l'eau, l'élément d'Éric Tabarly, direction la cité portuaire de Lorient en Bretagne avec Lorena Martin. Et oui, car elle s'appelle la Cité de la Voile. Éric Tabarly. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Oui, elle se situe sur le site de l'ancienne base de sous-marins de Lorient, sur la presqu'île de Kéroman. On est là au cœur du village d'entreprises qui sont liées au nautisme et au pôle course au large de Lorient. Il faut imaginer un très grand bâtiment moderne aux lignes marines de verre et de métal qu'on doit à l'architecte Jacques Ferrier. Et la Cité de la Voile fait partie de ce premier pôle européen de course au large. Alors cette cité de la voile, on peut dire qu'elle est un petit peu la cité des skippers, d'une certaine manière. La cité des skippers qui ont choisi ce pôle course pour se préparer aux compétitions nationales, internationales. Et Lorient là-bas, c'est aussi un site qui propose de nombreuses activités comme la visite du pôle course au large, le sous-marin Flore et son musée, et bien sûr cette cité de la voile, Éric Tabarly, qui est un espace assez incroyable, muséographique, totalement dédié à l'univers de la voile et de la course au large. Parce qu'il y a de grandes, je pense évidemment aux très belles évocations qu'on peut trouver à Cherbourg ou à Saint-Nazaire. Nous y étions allés, mais qui parlent beaucoup de marine à moteur, si je puis dire. Là, c'est escale atlantique. Là, c'est la marine à voile. La marine à voile. Et donc, elle a été inaugurée en 2008, cette cité. Elle avait été imaginée par la famille d'Éric Tabarly et l'association Éric Tabarly après son décès. Complètement remaniée en 2015. En 2015 avec davantage d'interactivité, des écrans géants, des bornes multimédia, des maquettes à manipuler, du cinéma 4D. C'est vraiment un parcours très familial et ludique avec même des espaces de jeu pour les 3-6 ans. Alors ça s'appelle la cité Éric Tabarly. On parle d'Éric Tabarly quand même, oui. On parle aussi d'Éric Tabarly. Il y a eu tout un espace dédié à lui, avec la cabine de Pendwick 2 qui a été reconstituée à taille réelle, dans laquelle le visiteur peut entrer. Ce sont des vidéos d'arrivée de course, des interviews, des objets personnels, beaucoup d'archives aussi. Et puis à quelques pas de ces maquettes, vous avez les véritables Pendwick. Donc le Pendwick 2, 3, 5 et même 6 qui sont amarrés au ponton de la cité de la voile. Et là, on va faire la fête cette semaine, c'est-à-dire samedi et dimanche, ouais. Le 16 et 17 juin, il y a toute une fête qui s'appelle Port en fête, donc 2 jours pour toute la famille, pareil. Et pour fêter les 10 ans de la Cité de la Voile, l'événement s'ouvre cette année à d'autres ports de Lorient et devient Port en fête au pluriel. Ce sera donc sur les quais de Lorient, la base dont je viens de parler, avec tout un hommage à Éric Tabarly, bien sûr, et des animations gratuites pour tous. Voilà, avec des dîners, notamment du port de pêche, des concerts et un grand spectacle son et lumière. Merci beaucoup, Lorena Martin. Je cite très régulièrement nos auteurs à ce micro et je ne voudrais pas que nos auditeurs s'imaginent que vous n'êtes là, si je puis dire, que pour nous parler des lieux, des hôtels, des restaurants. Vous êtes celle qui fait cette émission, qui prépare notamment les entretiens, etc. Sans vous, l'émission ne serait pas du tout la même. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors aujourd'hui, Franck, on va parler d'un chapeau qui est très souvent associé à Napoléon. J'allais dire, vous allez me parler de Napoléon. C'est le bicorne, effectivement. Alors il vient d'où ce chapeau ? Vous avez vu les prix d'ailleurs qu'atteignent les bicornes de Napoléon lorsqu'ils sont régulièrement mis en vente, parce que chacun a essayé d'en récupérer un, a fait sa petite... Et ça fait des prix complètement déments. Alors le bicorne est très répandu au XVIIIe siècle, où il a remplacé le fameux tricorne, devenu incompatible avec la mode des perruques beaucoup plus
plus volumineuses sur lesquelles il ne tenait pas, tout simplement. Chapeau surmonté d'une cocarde qui devient, avec la Révolution, cocarde tricolore, et ce sera l'uniforme, si je puis dire, le signe de reconnaissance des soldats de la Révolution. On le porte en colonne, c'est-à-dire perpendiculaire aux épaules normalement. C'est Napoléon, lui, qui va le porter en bataille, c'est-à-dire dans l'alignement des épaules. Qui ose porter un bicorne en bataille comme Napoléon? Ceux qui se prennent pour lui, un peu d'une certaine manière. Le tricorne était plus ancien, il était très répandu, notamment chez les cavaliers anglais du XVIIe siècle, et au départ, il s'agissait d'un chapeau à bord large qui avait tendance à retomber sur les yeux, et c'est les cavaliers eux-mêmes qui, avec des épingles, remontaient les bords. Voilà. Très bien, et puis, d'où la petit forme. à petit, D'accord. les chapeliers s'y sont mis, bien sûr. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.